Rudolf Höss n'a jamais appuyé sur une gâchette, mais il a construit une machine à tuer ou assassiner devint routine, silencieuse et efficace. Il l'a fait depuis sa maison confortable, sa famille vivant à quelques mètres des chambres à gaz. Comment punir un homme sans remords ? Rudolf Höss n'a jamais tiré lui-même, mais il a construit un système où le meurtre est devenu une routine silencieuse et efficace. Il a fait cela depuis son foyer confortable, écroué avec sa famille, vivant à quelques pas des chambres à gaz, depuis son enfance, où il a été élevé à obéir sans poser de questions, jusqu'à son ascension en tant que commandant d'Auschwitz. Höss était la pièce parfaite dans la machine à tuer. Il ne criait pas et ne torturait pas les gens, il planifiait et calculait. Il a organisé le système pour tuer des dizaines de milliers de personnes chaque jour. Il le faisait avec une froide précision, sans jamais élever la voix, sans jamais poser de questions. Comment punir un homme qui n'a jamais exprimé de remords ? Que s'est-il réellement passé lors de ces derniers jours ? Et que révèle son procès sur la vraie nature du mal en temps de guerre ? La naissance du mal. Rudolf Höss est né dans la petite ville tranquille de Baden-Baden en novembre 1900. C'était un début ordinaire pour l'homme qui allait devenir l'architecte de l'horreur systématique la plus horrible des années 1900. Son père était un commerçant qui avait servi dans l'armée en Afrique. Le jeune Rudolf a grandi sous une discipline stricte et des règles catholiques rigides qui ont façonné sa vision du devoir et de l'obéissance. Le foyer des Höss n'était pas un lieu d'expression personnelle, c'était une école pour suivre des ordres. Son père Franz était revenu d'Afrique de l'Est avec des attentes claires. Son fils unique deviendrait prêtre sans poser de questions. Cette formation précoce à l'obéissance a été renforcée par des professeurs privés qui ont poursuivi sa formation. Le garçon y a appris à être silencieux, à obéir et à trouver de la valeur dans le sacrifice personnel. Il n'avait pas d'amis proches, seulement des routines et des devoirs. Sa seule véritable relation était avec son cheval. Ce petit détail montre la profonde solitude de quelqu'un qui allait plus tard ordonner le meurtre de plus d'1 million de personnes sans montrer de sentiments. La rupture est survenue tôt. Lorsque Rudolf avait 13 ans, son père est mort. Cela aurait dû le libérer, mais le vide a rapidement été comblé par un autre système de contrôle. L'Europe s'échauffait sous les tensions pré-guerre. Le jeune Höss, sans pression parentale mais avec sa formation en obéissance toujours forte, a trouvé un nouveau système à suivre dans l'armée. Il a menti sur son âge et a été étonnamment accepté dans le 21e régiment de dragons bavarois, la même unité où son père et son grand-père avaient servi. À 14 ans, alors que la plupart des enfants sortent à peine de l'enfance, Höss portait déjà l'uniforme impérial allemand. Il a été envoyé combattre sur le front turc en tant que membre du corps d'armée allemand en Asie, combattant aux côtés de l'Empire ottoman en Palestine, en Irak et en Syrie. La cruauté de la guerre ne semblait pas l'affecter comme on pourrait s'y attendre d'un adolescent. Il a été blessé 3 fois, a attrapé le paludisme et pour son service constant, a reçu la croix de fer de 2e classe et le croissant de fer décerné par les Turcs. Avant ses 18 ans, il commandait déjà sa propre unité de cavalerie. C'était une réalisation extraordinaire pour son âge qui montrait son efficacité froide. Le chemin vers l'obscurité. La défaite de l'Allemagne en 1918 a plongé Höss dans un pays qu'il ne reconnaissait pas. Sa mère était morte pendant son absence et le jeune soldat est rentré dans une nation vaincue où le chaos avait remplacé l'ordre. Le traité de Versailles imposait des conditions que de nombreux Allemands considéraient comme une trahison. Höss, formé au système rigide, se trouvait dans un vide d'autorité qu'il ne pouvait supporter. Comme des milliers de vétérans confus, il a canalisé sa colère dans des groupes militaires d'extrême droite. Le corps franc est devenu son premier foyer politique. Ces milices, composées principalement de vétérans, combattaient les communistes et les syndicalistes tout en faisant pression pour une vision nationaliste radicale de l'Allemagne. Höss y a trouvé un nouveau système à suivre, ainsi qu'un sens du but et une fraternité militaire. En 1919, il a rejoint le corps Frank-Rosbach, où son obéissance et son sang-froid le rendaient précieux. Sa propension à l'extrémisme a trouvé une expression violente en 1923.
Hoss, avec d'autres membres du corps franc, a participé au meurtre de Walter Kadov, un enseignant accusé d'avoir trahi Albert Leo Schlagetter, un saboteur nationaliste exécuté par les Français dans la Rhénanie occupée. La brutalité était extrême. Kadov a été brutalement battu et tué avec une pierre à la tête. Le crime s'est produit sur une ferme appartenant à Martin Bormann, qui deviendra des années plus tard le secrétaire particulier d'Hitler. Ce n'était pas une coïncidence, mais ça m'a dit messe. Le premier maillon d'une toile de connexion mortelle, Hoss a été arrêté et condamné à 10 ans de prison pour meurtre. Cependant, la prison ne représentait pas une rédemption, mais plutôt une confirmation. À la prison de Brandenburg, il partageait son espace avec d'autres extrémistes et était traité comme un prisonnier politique avec des privilèges spéciaux. Là, sa vision du monde s'est cristallisée autour de l'idée d'une Allemagne trahie par les politiciens de Weimar, les communistes et surtout les juifs. La religion catholique de son enfance a finalement été abandonnée, considérée désormais comme faible et inutile. Sa libération est survenue en 1928 grâce à une amnistie générale. L'homme qui est sorti de prison n'était plus un jeune homme confus, il était devenu un nationaliste endurci, persuadé d'une mission historique dans la reconstruction allemande. L'émergence d'un monstre. En 1922, lors d'un congé avant son emprisonnement, Hoss avait assisté à un rassemblement de l'Adolf Hitler, alors peu connu, à Munich. Le discours enflammé du futur leader l'avait impressionné et peu après, il a rejoint le parti nazi, devenant l'un de ses premiers membres enregistrés. Après sa libération, la vie de Hoss a brièvement pris un tournant inattendu. Il a rejoint la Ligue Artaman, une organisation agricole nationaliste qui prônait un retour à la terre comme purification de l'esprit allemand. Là, il a rencontré Hedwig Hensel, qu'il a épousé en 1929 et avec qui il aurait 5 enfants. Cette période paisible offrait une stabilité apparente, mais le lien avec le national-socialisme demeurait caché. La Ligue Artaman entretenait de forts liens idéologiques avec le mouvement nazi en plein essor. L'ascension de Hitler au pouvoir en 1933 a ouvert de nouvelles portes pour Hoss. En 1904, avec le parti contrôlant déjà l'Allemagne, il a officiellement rejoint les SS, la force militaire d'élite nazie. Son dossier carcéral et sa nature disciplinée lui faisaient de lui un candidat idéal pour le système que les nazis construisaient. Il a été affecté au camp de concentration de Dachau, le premier établi par le régime. À Dachau, sous la supervision de Theodor Reich, Hoss a appris les bases de ce qu'il décrirait plus tard comme la véritable doctrine SS. L'obéissance absolue, l'élimination de la compassion et l'utilisation systématique de la terreur comme outil de contrôle. Reich n'était pas seulement un fervent croyant en la cause, mais mais aussi un organisateur méthodique qui posait les fondements administratifs du système des camps de concentration nazis. Hoss a absorbé ses leçons avec la même discipline qu'il avait montrée dans l'armée. Son efficacité lui a valu des promotions. Il a été promu chef de bloc, puis transféré à Sachsenhausen, un autre camp clé situé près de Berlin. Là, il a supervisé des exécutions et affûté ses compétences administratives. Il n'était plus qu'un gardien. Il devenait une partie vitale de la machine d'oppression nazie. Sa capacité à coordonner des opérations complexes sans montrer d'émotion le distinguait parmi ses pairs. Pendant cette période, Hoss a développé une relation étroite avec Heinrich Himmler, le chef des SS et futur architecte du système répressif du Reich. Et cette connexion serait décisive pour son avenir. Liaisons d'Auschwitz. En 1940, alors que les Allemands avaient besoin d'étendre leur système de camps dans les territoires occupés, Himmler a personnellement sélectionné Hoss pour une mission spécifique, inspecter une ancienne caserne polonaise près de Cracovie qui pourrait être transformée en un nouveau camp de concentration. L'emplacement choisi était un ancien complexe militaire utilisé en périphérie d'une petite ville appelée Auschwitz. Les Allemands l'appelaient Auschwitz. Ce que Hoss a vu à cet endroit n'était pas seulement une opportunité de promotion, mais la scène où son obéissance, son efficacité et son froid émotionnel culmineraient dans le plus grand crime systématique de l'histoire moderne.
Le 1er mai 1940, Rudolf Höss a pris le poste qui l'immortaliserait dans les pages les plus sombres de l'histoire, commandant du camp de concentration d'Auschwitz. Cette nomination n'était pas un hasard. Höss incarnait précisément les caractéristiques dont dont le Reich avait besoin: discipline militaire, efficacité administrative et surtout loyauté indéfectible combinée à un détachement émotionnel particulier. Le choix du lieu était basé sur des considérations pratiques. L'ancien complexe militaire offrait une infrastructure de base utilisable, des baraquements, des installations sanitaires de base et des bâtiments administratifs. Sa situation géographique était optimale. Il était situé à un carrefour ferroviaire reliant l'Allemagne aux territoires orientaux nouvellement conquis, facilitant le transport de masse. Dès son arrivée, Höss a fait preuve d'une vision systématique. Le camp devait être autonome et fonctionnel et extensible. Les anciennes baraques ont été converties pour loger des prisonniers, principalement des opposants politiques polonais. Dans cette phase initiale, un périmètre de fils de fer barbelés a été construit, ainsi que des postes de garde à des points stratégiques et un mur séparant le complexe du monde extérieur. Ce premier développement, plus tard connu sous le nom d'Auschwitz-Point, est devenu le centre administratif de l'ensemble du complexe. Les bureaux de commandement, les quartiers puis pour les officiers la résidence personnelle de Höss y était située. Le commandant a emménagé là avec sa femme Hedwig et leurs 5 enfants. Le plan d'Auschwitz-Point reflétait la mentalité militaire et bureaucratique de Höss, des blocs de briques rectangulaires disposés en ligne ordonnée, des rues droites méthodiquement numérotées et des espaces pour les formations et le contrôle. La célèbre devise Arbeit macht frei, le travail rend libre, était affichée au-dessus de l'entrée, une ironie cruelle pour ceux qui passaient ses portes. Fait la machine de la mort. La véritable transformation a commencé après la visite d'Heinrich Himmler en mars 1941. Le chef des SS a été impressionné par l'efficacité organisationnelle de Höss. Lors de cette inspection, Himmler l'a informé personnellement des plans d'expansion qui allaient radicalement changer la nature du camp. Il a ordonné la construction d'un second complexe beaucoup plus grand, pouvant initialement accueillir 100 000 prisonniers, principalement des soviétiques. Cette expansion était liée à l'opération imminente Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique, qui devait commencer en juin de cette année-là. Ce nouveau complexe, nommé Auschwitz II Birkenau, devait être construit à environ 2 miles du camp d'origine. Höss a supervisé personnellement la planification, choisissant un terrain marécageux qui nécessitait des travaux de drainage importants, réalisés par des prisonniers dans des conditions extrêmes. Des milliers sont mortes pendant cette phase de construction. Ce qui distinguerait Birkenau ne serait pas seulement sa taille, mais son but. Alors que la politique nazie devenait plus extrême en 1941, notamment après l'invasion de l'URSS, la solution finale a commencé à prendre forme. Dans ce contexte, Auschwitz se transformerait d'un camp de concentration conventionnel en une installation spécifiquement conçue pour l'extermination de masse. Le moment décisif est survenu en septembre 1941. Höss a autorisé une terrible expérience dans le bloc 11 d'Auschwitz-Point, connu sous le nom de bloc de la mort. Un groupe d'environ 850 prisonniers, principalement soviétiques et polonais, sélectionnés au hasard, a été enfermé dans le sous-sol du bâtiment. Là, des officiers SS, sous la supervision du commandant adjoint Karl Fritsch et avec l'approbation de Höss, ont introduit pour la première fois des cristaux de Zyklon B, un gaz toxique initialement développé pour la lutte contre les nuisibles. Le résultat a été jugé réussi par les bourreaux. Tous les prisonniers sont morts en quelques minutes sans nécessité de munitions ou l'intervention directe des exécuteurs. Ce moment marque la naissance de la méthode qui deviendrait un symbole de l'Holocauste. Höss, toujours méthodique, y a ordonné des études sur la quantité optimale de gaz nécessaire en fonction du volume de la chambre et du nombre de victimes, la température idéale pour maximiser son effet et le timing précis pour la ventilation ultérieure. Meurtre industriel. Entre 1942 et 1943, sous la direction de Höss, Birkenau a subi une transformation radicale. 2 installations d'extermination temporaire, connues sous le nom de Bunker 1 et Bunker 2, où Maison Rouge et Maison Blanche ont d'abord été construites. Ce sont des bâtiments agricoles convertis en chambres à gaz avec des crématoires improvisés dans des fosses extérieures.
ils se sont rapidement révélés insuffisants. L'industrialisation du génocide a atteint son apogée avec la construction de 4 grands complexes d'extermination connus sous les noms de crématoires de Buchenwald, 4 et V. Chaque complexe comprenait des chambres à gaz souterraines ou à ciel ouvert capables de tuer simultanément des milliers de personnes directement connectées à des crématoires de haute capacité. Pour faciliter ce processus, Höss a ordonné la construction d'une branche ferroviaire qui menait directement à Birkenau, s'arrêtant à une plateforme centrale connue sous le nom de rampe. Là, les déportés descendaient des trains et subissaient une sélection. Des médecins SS, y compris le tristement célèbre Joseph Mengele, décidaient d'un simple geste qui allait vivre temporairement en tant que travailleur esclave et qui serait immédiatement envoyé aux chambres à gaz. L'efficacité du système est choquante dans son froid calculé. Les nouvelles arrivées, épuisées après des jours de voyage dans des conditions inhumaines, étaient accueillies avec un faux sentiment d'ordre. On leur disait de laisser soigneusement leurs affaires pour désinfection, de se déshabiller et de se préparer pour une douche après le long voyage. Les chambres à gaz étaient conçues pour simuler des installations sanitaires avec de fausses douches au plafond. Ce n'est que lorsque les portes avaient été scellées que la supercherie était révélée. Une fois les chambres scellées et le personnel SS jetait des pellets de Zyklon B par des ouvertures dans le plafond ou les murs, le processus de mort durait entre 10 et 20 minutes, pendant lesquelles les prisonniers souffraient d'une asphyxie progressive et de convulsions agonisantes. Höss décrit plus tard dans ses mémoires comment les corps étaient entassés en forme de pyramide avec les plus forts en haut, luttant désespérément pour de l'air qui n'existait plus. Le bureaucrate de la mort, l'administration du complexe suivait une structure hiérarchique strictement définie. Höss, en tant que commandant, occupait le poste le plus élevé, assisté par plusieurs adjoints responsables de domaines spécifiques. Son attention aux détails administratifs était légendaire. Il maintenait une communication constante avec le quartier général des SS à Berlin, envoyant des rapports détaillés sur les capacités opérationnelles, le nombre de personnel traité et l'efficacité des installations. Le langage utilisé dans ces documents révèle une déshumanisation absolue. Des termes comme pièces, unités et matériaux remplaçaient toute référence aux êtres humains. Sa vie personnelle pendant cette période présente un contraste troublant. Il vivait avec sa famille dans une villa confortable au sein du complexe. À quelques pas de crématoire, ses enfants jouaient dans les jardins pendant que les cheminées du crématoire brûlaient en permanence. Sa femme Hedwig entretenait une maison propre et accueillante, apparemment isolée de la réalité environnante. Dans ses mémoires ultérieures, Höss mentionnerait la paix qu'il ressentait en retournant dans cet environnement domestique après des jours à superviser des exterminations de masse. Cette double vie montre ce que Hannah Arendt décrirait plus tard comme la banalité du mal, la capacité humaine à compartimenter son existence, à être simultanément un parent aimant et à organiser systématiquement le meurtre de millions de personnes. L'opération Höss. Au printemps 1944, alors que les forces alliées avançaient à travers l'Europe et que la défaite du Troisième Reich semblait de plus en plus inévitable, une opération d'extermination sans précédent a commencé à prendre forme. Les architectes de l'Holocauste, loin d'arrêter leur travail face à la défaite imminente, ont décidé de l'accélérer. Cette phase finale la plus intense et brutale du génocide nazi serait dirigée par l'homme qui avait transformé Auschwitz en une usine de mort. Rudolf Höss reviendrait spécifiquement pour superviser ce qui serait connu en interne sous le nom d'Action Höss ou Opération Höss. Jusqu'en mars 1984, la Hongrie était restée un allié ambivalent de l'Axe. Sous l'amiral Miklos Horthy, le pays avait mis en place des lois anti-juives, mais avait en partie résisté à la pression allemande pour déporter sa population juive. Cette communauté, la deuxième plus importante d'Europe, avec environ 1625 000 personnes, était restée relativement protégée, tandis que des millions périssaient dans les territoires occupés environnants. La situation a changé de façon dramatique lorsque les services de renseignement allemands ont détecté des contacts entre la Hongrie et les Alliés, interprétés comme des préparatifs pour faire défection de l'Axe
Hitler a ordonné l'occupation militaire du pays le 19 mars 1984. Le gouvernement hongrois a été réduit à une administration marionnette contrôlée par Berlin et les SS ont immédiatement pris le contrôle des politiques concernant la population juive. Adolf Eichmann, qui avait déjà coordonné les déportations d'autres pays européens, a été envoyé à Budapest pour organiser la logistique. En même temps, Heinrich Himmler a demandé la présence de Rudolf Höss pour une mission spéciale. Oui, bien, mais là, le génocide hongrois. L'opération a commencé avec une précision militaire. Entre avril et mai 1944, les Juifs hongrois ont été concentrés dans des ghettos improvisés, principalement dans les zones rurales du nord-est du pays. Des familles entières ont été évincées, avec seulement quelques heures de préavis, n'étant autorisées à emporter que de petits effets personnels. Le 15 mai 1944, le premier train était parti de Hongrie. Au cours des 56 jours suivants, environ 147 trains ont transporté plus de 430 000 juifs hongrois vers Auschwitz. L'opération a atteint des niveaux sans précédent. Certains jours, jusqu'à 4 trains arrivaient, chacun transportant entre 2000 et 3000 personnes entassées dans des wagons de marchandises sans installation sanitaire, nourriture suffisante ou eau. L'arrivée à Auschwitz représentait le début d'un processus de mort industrialisé. Les trains s'arrêtaient à la rampe centrale à Birkenau où les déportés descendaient au milieu des cris, des aboiements de chiens et des coups. Les hommes et les femmes étaient immédiatement séparés. Des médecins SS vêtus de blouses blanches pour renforcer l'illusion d'une procédure médicale effectuaient la sélection avec des gestes presque imperceptibles. À gauche, c'était le travail forcé. À droite, la mort immédiate. Les critères étaient brutalement pratiques. Environ 60 à 80% de chaque train étaient envoyés directement aux chambres à gaz. Tous les enfants et les personnes âgées, les femmes enceintes ou les femmes avec de jeunes enfants, les malades ou les faibles. Seuls les jeunes hommes et femmes apparemment en bonne santé étaient temporairement sélectionnés pour le travail forcé. La tromperie était une part intégrante du système. Ceux sélectionnés pour la mort étaient informés qu'ils allaient être douchés et désinfectés avant d'entrer dans le camp. Dans certains cas, ils avaient même reçu du savon et des serviettes pour renforcer le mensonge. On leur disait de se souvenir de l'endroit où ils avaient laissé leurs affaires afin de pouvoir les récupérer plus tard. Une ironie cruelle considérant leur destin immédiat. Lors de l'opération hongroise, le système a atteint une capacité maximale sans précédent. Höss, dans ses témoignages ultérieurs, affirmait que lors des jours de pointe, jusqu'à 10 000 personnes étaient mortes en 24 heures. Pour maintenir ce rythme, tous les crématoires fonctionnaient simultanément. Lorsque ceux-ci se sont révélés insuffisants, des fosses d'incinération en plein air ont été réactivées. Ces fosses, creusées près des crématoires mesuraient environ 160 pieds de long, 25 pieds de large et 6 pieds de profondeur. Les corps étaient placés en couches alternées avec du bois et arrosés de carburant. La chaleur générée était si intense que la graisse corporelle devenait du carburant supplémentaire. La fumée noire et l'odeur âcre emplissaient l'atmosphère sur des kilomètres autour. Les derniers jours, en janvier 1945, alors que l'armée rouge avançait vers la Pologne, le son de l'artillerie soviétique commençait à résonner à Auschwitz. Pour Rudolf Höss et les autres architectes de l'Holocauste, l'heure de l'effondrement est arrivée. Le 17 janvier, Heinrich Himmler a autorisé l'évacuation complète d'Auschwitz. Une destruction fébrile des preuves a alors commencé. Des documents ont été brûlés, des installations clés ont été détruites, des archives ont été détruites. Dans la précipitation, des milliers de documents sont restés intacts, fournissant plus tard des preuves cruciales pour les enquêteurs. Le lendemain, les infâmes marches de la mort ont commencé. Environ 60 000 prisonniers ont été évacués à pied dans le froid hivernal polonais. Ceux qui s'effondraient d'épuisement ou tentaient de s'échapper étaient immédiatement exécutés. Environ 15 000 sont morts pendant ces marches. Le 27 janvier, les unités avancées soviétiques ont finalement libéré le camp.
Ils ont trouvé environ 7000 prisonniers trop malades pour être évacués. Les soldats, endurcis par des années de guerre, étaient profondément choqués par l'épreuve d'une horreur industrialisée sans précédent. Des montagnes d'effets personnels confisqués, des baraquements surpeuplés de personnes mourantes et des installations d'extermination partiellement détruites mais reconnaissables. À ce moment-là, Höss opérait déjà depuis Ravensbrück, un camp près de Berlin, principalement destiné aux femmes. En mars 1945, face à une défaite imminente, il a reçu des instructions de Himmler: disparaître. La chasse. Il a soigneusement adopté la fausse identité de Franz Lang, prétendument un officier de marine sans lien avec les SS. Avec des documents falsifiés, il a modifié son apparence et s'est dirigé vers le Schleswig-Holstein, une région près de la frontière danoise. Il s'est installé dans une petite ferme en tant que travailleur agricole sous sa fausse identité. La stratégie a initialement fonctionné. L'ancien commandant d'Auschwitz est devenu un travailleur rural anonyme, évitant les interactions inutiles et est maintenant un profil extrêmement bas. Pendant ce temps, les Alliés progressaient dans le catalogage des crimes de guerre nazis et l'établissement de mécanismes juridiques pour poursuivre les responsables. En mars 1915, des forces britanniques ont reçu des informations sur le possible emplacement de la famille Höss. Une équipe de renseignement dirigée par le capitaine Hans Alexander a été mandatée pour enquêter. Alexander, un juif allemand qui avait fui en Angleterre avec sa famille, mais en 1936 apportait une motivation personnelle à la mission en plus de son devoir professionnel. Ils ont d'abord localisé Hedwig Höss. Après avoir été arrêtée le 8 mars, elle a finalement révélé l'emplacement de son mari. La capture a eu lieu dans la nuit du 11 mars. L'équipe d'Alexander a trouvé Höss endormi dans un abri. Il a d'abord maintenu sa fausse identité, présentant des documents en tant que Franz Lang. Cependant, Alexander a remarqué qu'il portait une alliance, ce qui était inhabituel pour un marin censé être célibataire. Lorsqu'ils ont demandé à voir l'intérieur de la bague, ils ont trouvé les noms de Höss et de sa femme gravés à l'intérieur. C'était une confirmation définitive. Ce qui était le plus troublant pour ses capteurs était la réaction de Höss. Il ne montrait aucun remords, aucune supplication, aucun effondrement émotionnel. Il maintenait la même manière froide et mécanique qui l'avait caractérisé pendant son commandement. Le procès. Au printemps 1947, alors que l'Europe tentait de se reconstruire des décombres de la guerre la plus dévastatrice de l'histoire, un procès sans précédent a commencé à Varsovie. Rudolf Höss a été confronté à la Cour suprême nationale polonaise pour des crimes qui défiaient la compréhension humaine. La Pologne d'après-guerre était un cadre particulièrement significatif pour ce règlement de compte. Le pays avait perdu environ 6 millions de citoyens pendant l'occupation nazie, soit presque 20% de sa population. Parmi eux, 3 millions étaient des juifs polonais presque complètement anéantis. Le procès a formellement commencé le 11 mars 1947. Pendant 3 semaines, le tribunal a entendu le témoignage de plus de 30 témoins, y compris des survivants, d'anciens gardiens et des experts en crimes de guerre. Parmi les témoignages les plus choquants figurait celui de Stanisława Rachła, une prisonnière politique qui avait été témoin de sélection et de gazage, décrivant comment Höss observait impassiblement alors qu'il faisait des ajustements pour augmenter l'efficacité. Également crucial était le témoignage de Heinrich Tauber, un ancien membre du Sonderkommando qui a décrit le fonctionnement des crématoires et des champs indiens, des champs baisés à gaz, à partir de son expérience traumatique. Lorsqu'il a été confronté à des témoignages concernant sa présence aux exécutions de sélection où il décidait qui serait immédiatement gazé et qui serait temporairement affecté au travail forcé, Höss n'a pas nié sa participation. Il a confirmé qu'il effectuait ces sélections régulièrement et qu'il envoyait des femmes avec enfants, des personnes âgées et malades à la mort immédiate parce qu'elles étaient inaptes au travail. Cette admission exprimée sans émotion apparente et a profondément choqué ceux qui étaient présents. Le 2 avril 1947, la Cour suprême nationale a rendu son verdict. Rudolf Höss a été reconnu coupable de toutes les charges et condamné à mort par pendaison. La sentence comportait une disposition exceptionnelle. L'exécution devait avoir lieu à Auschwitz dans les limites de l'ancien camp. L'acte final.
L'aube du 16 avril 1947 s'est levée grise et froide sur la Haute-Silésie, en Pologne, l'ancien complexe d'Auschwitz, où seulement 2 ans plus tôt, le dernier de plus d'1 million d'êtres humains avait péri, serait le théâtre d'un dernier acte de justice. L'exécution de Rudolf Höss. La décision de l'exécuter là-bas n'était pas arbitraire. Les organisations d'anciens prisonniers avaient demandé que la sentence soit exécutée au même endroit où il avait exercé son pouvoir absolu. Des charpentiers, ironiquement des prisonniers de guerre allemands en détention polonaise, ont construit un simple mais robuste gibet à côté de l'ancien crématoire à Auschwitz, à quelques pas de la maison où Höss avait vécu avec sa famille. Cette proximité entre sa résidence précédente et la machine de mort avait toujours été un symbole troublant de sa compartimentation. Maintenant, ce positionnement prenait une dimension finale au cours de ces derniers jours. Höss avait montré des changements subtils. L'homme qui avait maintenu un calme mécanique pendant le procès a commencé à montrer de l'introspection. Il a reçu les sacrements catholiques, revenant à la foi qu'il avait abandonné des décennies plus tôt. Le matin de l'exécution, il a été réveillé à 5h. Il a soigneusement pris un simple petit déjeuner, s'est habillé dans des vêtements de prison propres et a été menotté. Sa dernière demande était d'envoyer sa bague de mariage à sa femme, une demande qui a été accordée. À 8h, un véhicule l'a transporté de Cracovie à Auschwitz. À son arrivée, il a été brièvement escorté au bureau de l'ancien commandant. Selon des témoins, il a demandé un dernier café qu'il a siroté calmement. À 10h, il a été transféré au bloc 11, connu autrefois pendant le fonctionnement du camp comme le bloc de la mort. Il est resté dans ce bâtiment infâme pour avoir abrité des cellules de punition et d'exécution pendant environ 1 heure. Environ 100 témoins officiels étaient présents, représentants du gouvernement, responsables judiciaires, médecins, journalistes accrédités et surtout anciens prisonniers d'Auschwitz représentant diverses nationalités qui avaient souffert dans le camp. À 10h08, Höss a été conduit au gibet. Il a marché à pas mesurés, ni pressé ni hésitant. Les témoins décriraient son expression comme lointaine et résignée, mais pas terrifiée. Il a monté les marches sans assistance, conservant la même discipline et le même contrôle qu'il avait exercé en tant que commandant. Le procureur polonais a lu officiellement la sentence. Höss a écouté sans interrompre. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait des derniers mots, et il a répondu brièvement en allemand « Je regrette mes actions, je paye de ma vie ». À exactement 10h09, la trappe a été activée. Le commandant d'Auschwitz s'est retrouvé suspendu. Le corps est resté pendu pendant environ 15 minutes. Le médecin légiste a confirmé la mort à 10h21. Höss était mort d'un coup cassé et d'asphyxie. L'homme qui avait conçu un système pour suffoquer efficacement des millions ressentait maintenant une mort similaire, bien qu'elle soit individualisée et précédée d'un procès équitable. Des conditions refusées à ses victimes. Selon des témoins oculaires, les anciens prisonniers qui ont assisté à l'exécution n'ont montré ni joie ni satisfaction vengeresse. Un survivant français a décrit « Je n'ai ressenti aucune joie. Je sentais qu'un certain ordre avait été rétabli dans l'univers. Mais l'énormité de ce qui avait été perdu rendait tout sentiment de triomphe impossible. » L'exécution représentait bien plus qu'une punition individuelle, c'était un acte de justice symbolique collective, une tentative de restaurer l'équilibre moral. Son exécution n'était pas seulement punitive, mais réparatrice. Elle réaffirmait l'humanité de ses victimes, en traitant même son bourreau avec plus d'humanité que celui qu'il avait montré lui-même. 75 ans plus tard, les questions fondamentales soulevées par la vie et les crimes de Rudolf Höss demeurent d'une urgence brûlante. Son histoire nous rappelle que le mal le plus destructeur ne découle pas toujours de passions incontrôlées, mais provient souvent de la subordination froide et calculée de principes éthiques fondamentaux à des systèmes bureaucratiques et à des loyautés idéologiques. Höss est mort comme il a vécu, discipliné, contrôlé, apparemment déconnecté de la pleine portée morale de ses actes. Mais il est mort sous le rôle de la loi, après un procès équitable, avec la possibilité de défense et d'appel. Ces éléments de justice formelle représentent précisément les principes qu'il avait refusés à des millions.